Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous détailler le parcours du développeur web et web mobile qui dure environ 9 mois, plus 3 mois de stage idéalement, avec donc des documents officiels. Donc le développeur web mobile c'est un titre professionnel équivalent niveau Bac+2. C'est quoi la différence entre un titre professionnel et d'autres comme un BTS par exemple? Le BTS SIO, système d'information, et c'est un petit peu l'équivalent, mais c'est vraiment pas pareil. Les titres professionnels, ce sont pour les adultes, les gens en reconversion. Les BTS, font partie de l'éducation nationale et font partie du parcours initial. Entrons un peu dans le vif du sujet avec les développeurs web mobile. Ceci est un document officiel du ministère du Travail. Oui, c'est conçu par le ministère du Travail. Enfin, c'est sous le patronage, mais en fait, c'est l'AFPA qui le conçoit, je crois. Et c'est un document, il y en a d'autres, mais ce document, c'est le document principal qui va décrire le diplôme. En fait, qu'est-ce que vous allez apprendre? Alors, il ne dit pas de façon précise parce que c'est un cadre. Il dit seulement les compétences à avoir. Alors, les compétences, c'est un mot-clé qui est important. Ça décrit en fait une posture professionnelle dans l'environnement de travail. C'est pas que les connaissances, hein. C'est vraiment, voilà, je suis en plein travail, je sais me comporter en tant qu'un développeur professionnel. Voilà, je suis quelqu'un de pro. Et donc, c'est ça qu'on va vous apprendre dessus, dans ce parcours, qui va se composer essentiellement en deux parties. Donc, je scrolle un petit peu plus loin, j'ai le sommaire. Alors, ce document-là, il est librement téléchargeable sur Internet, mais bon, il n'est pas à destination des apprenants, mais plus pour les organismes de formation et de certification. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est un petit descriptif du contexte. Il dit que le résultat d'un sondage ont conduit à établir ce titre professionnel. En fait, le titre professionnel est révisé régulièrement tous les 5 ans. Donc, le DWM, la dernière version va se terminer en 2023 et un nouveau va prendre la relève et je vous parle en 2023 de la nouvelle mouture. Donc c'est pour ça que le texte dit que suite à un sondage en 2022. Il y a des nouveautés, je ne vais pas vous les détailler. On va parler de DevOps, de CI/CD. Bon, c'est peut-être pour vous un petit peu mystérieux, mais vous apprendrez ça. Après, il y a dans les détails, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bon, il y a quelques changements par rapport à l'ancienne version, mais globalement, on va parler en gros du front-end et du back-end. Donc c'est un titre professionnel de l'équivalent Bac+2. Il y en a un autre qui s'appelle le CDA, qui est type Bac+3, dans lequel on va être plus en approfondi dans l'informatique. En général, les gens font le DWWM, donc ce titre professionnel, et ils font aussi le CDA. Alors, le plus souvent, ils font un CDA en alternance parce que c'est vraiment la meilleure formule qui existe. Vous apprenez et vous mettez un pied dans l'entreprise. En 3 quarts du temps entreprise, 1 quart du temps en formation. Et là, vous allez vraiment avoir vous blinder, améliorer votre CV puisque on peut considérer ça comme 1 an d'expérience professionnelle. Et 1 an d'expérience professionnelle sur le CV en informatique, c'est vraiment le sésame pour pouvoir trouver des nouveaux postes beaucoup plus facilement. Je ne vous le cache pas, en sortant de formation, vous êtes un junior et vous devez tout approuver. Il faut convaincre l'employeur de vous embaucher. Alors juste un petit mot sur l'ancienne version qui a toujours lieu, hein. En fait, il y a une année de charnière dans laquelle il y aura l'ancien et le nouveau. Mais moi, je préfère passer dans le nouveau. Comme ça, on est prêt. Alors, voilà, la partie front-end et la partie back-end, c'est ce que je vous disais. Et en fait, vous allez faire les deux, mais pas en plus approfondi. Alors, dans le nouveau, c'est toujours front-end et back-end. Les deux activités, bah, ça ne nous apprend rien de plus. Bon, on va aller dans le détail des activités pour voir un petit peu en plus en détail. Alors, j'arrondis un petit peu. Voilà, ça, c'est
Franchement, la partie du document la plus importante puisque c'est le contenu de la formation. Deux activités. Alors, comment ça marche les titres professionnels? Le titre professionnel, vous allez apprendre tout au long de l'année tous ces contenus et à la fin de votre formation, vous allez passer devant un jury composé de 2 personnes pour une durée d'environ 1h30 où vous avez 35 minutes ou 40 minutes d'exposition de votre stage ou de votre projet fil rouge personnel. Ensuite, 40 minutes de questions-réponses et 15 minutes d'entretien final où on va vous demander qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous voyez votre job. Alors, les 40 minutes d'entretien technique, c'est les plus importants. On va vous poser des questions, on va voir si vous savez y répondre. Pour avoir le diplôme, il vous faut valider les 2 activités type, la 1 et la 2. Si vous avez qu'un, vous n'aurez pas le diplôme. Vous devez faire un rattrapage pour passer le deuxième. Pour avoir une activité, vous devez valider la majorité absolue des sous-activités. Donc 1, 2, 3. Et là, pareil, vous validez 3 activités, vous pouvez obtenir le diplôme. Enfin, l'activité. Et donc, si vous avez les 2 activités, vous aurez le diplôme. Pour le CDA qui est en Bac+3, il y a 3 activités. Il y a plus de choses. Okay. Le cours que vous allez suivre va couvrir les 8 sous-activités. Okay. Donc l'année va être scindée en deux parties. En fait, on va parler du front et du back. Alors, dans la partie formation, donc au tout début de l'année, on va faire des cours, on va faire beaucoup d'exercices pour apprendre à programmer. Et une fois que vous aurez toutes ces connaissances, vous allez pouvoir faire un projet ou partir en stage. Le stage est vraiment préférable. Malheureusement, parfois, on fait des stages un petit peu moyens, pas assez techniques, mais c'est pas grave. Vous serez dans l'entreprise, vous aurez l'ambiance de comment ça fonctionne. C'est toujours mieux que de faire un projet fil rouge. Votre projet, lors de votre projet de stage, idéalement, vous allez couvrir tous ces aspects-là. Mais des fois, on ne couvre que la moitié ou l'autre. Et dans ce cas-là, il va falloir faire un projet perso qui va combler un petit peu les connaissances non utilisées dans le cadre du stage. Et si vous n'avez pas de stage, ben vous faites un projet qui va couvrir tous ces 8 sous-activités. Quelles sont ces sous-activités? Donc l'activité 1, c'est pour le front-end. Donc le front-end, c'est quoi? C'est tout ce qui est dans le navigateur. Dans le navigateur, jusqu'à présent, ceux qui ne le savent pas, on va sur les sites internet. On a des pages, des images, voilà, on a des applications. Quand vous allez sur Facebook, voilà, vous pouvez chatter, vous pouvez faire plein de choses. En fait, c'est très vivant. Et bien tout ça, c'est fait avec des technologies du front-end. Le JavaScript, qui est le seul langage pour le navigateur, il n'y a pas de concurrent. Ensuite, du HTML pour du contenu et du CSS pour rendre votre page jolie. Donc, ces 3 technologies combinées font partie du front-end. Pour le back-end, en fait, c'est le serveur. Pourquoi on parle de navigateur et de serveur? Parce que, eh bien, on est dans une architecture où les applications sont scindées. Hein, quand elles tournent l'application, il y a une moitié qui tourne sur le serveur. Donc, un serveur, c'est un ordinateur qui est hébergé sur Internet, enfin, qui est accessible sur Internet chez un hébergeur. Et c'est un disque, enfin c'est un ordinateur, hein. Il n'a pas d'écran, mais il a un disque dur, il a de la mémoire, il sait communiquer en réseau. Et vous, de chez vous, vous accédez à cet ordinateur qui est chez l'hébergeur. Donc vous accédez depuis votre navigateur qui fait partie du front-end. Et c'est aussi le client. Donc tous ces 3 mots veulent dire la même chose. Back-end, serveur, front-end, navigateur. Lorsque j'allume mon navigateur et je tape une adresse internet, ce navigateur commence à envoyer des informations vers le serveur pour que le serveur télécharge le programme sur le navigateur. Les cours proprement dit, par exemple, on va commencer naturellement à étudier le front-end. C'est la partie la plus facile, la plus graphique. Qu'est-ce que nous allons apprendre pour l'activité 1? En numéro 1, donc ça c'est le programme actualisé, hein, c'est le futur titre DW, WM. Installer et configurer son environnement de travail en fonction du projet web ou web mobile. Ben, votre ordinateur, ben,
vous allez devoir installer un éditeur de code, par exemple. Le plus souvent, on va utiliser VS Code. Et avec un environnement qui va faire tourner un serveur web. Pour Windows, on va utiliser l'Aragon en général, et pour Mac, on va utiliser la solution MAMP. Et pour Linux, c'est une solution LAMP. Il y a Apache pour le serveur web. Ensuite, MySQL souvent ou MariaDB pour la base de données. Un langage back-end, souvent c'est PHP, mais ça peut être d'autres langages comme le alors, je vais parler ici que du front, hein. Donc, principalement, l'Aragon, c'est pour moi, je l'installe quand on étudie le front-end pour avoir la base de données quand on va faire des requêtes Ajax. Donc, cette partie-là comporte beaucoup de choses, mais ce sera plus un apprentissage empirique qu'un cours théorique. Ensuite, la deuxième partie, maqueter des interfaces utilisateurs. Alors, la maquette, c'est en fait, c'est un peu comme dans l'univers de l'impression. On va essayer de se représenter le site web tel qu'il sera avec un logiciel de dessin assez rudimentaire. Ne vous inquiétez pas, un logiciel comme Figma qui vous permet de tracer des rectangles. En gros, c'est ça qu'on fait. Il faut aller vite parce que en phase de préétude, on ne sait pas quel est le design final. Donc, il faut qu'on puisse itérer sur différentes versions assez rapidement. Avec ça, on va dessiner des rectangles, des boutons, les endroits où il y aura les images et du texte. Et certains logiciels sont même capables d'insérer des liens qui, lorsqu'on clique dessus, vont changer de page. Et à cette phase-là, en fait, vous devez être capable de faire du web mobile parce que les sites web aujourd'hui, on les conçoit pour l'ordinateur de bureau, mais aussi les smartphones. Donc, on fait du responsive design. Et le but, c'est que en fait, votre site web, c'est s'adapter à la largeur de l'écran. Ok. Quand vous êtes sur un smartphone, il y a peu de surface, donc votre site va se rétrécir en largeur et va se réorganiser pour présenter de la façon la plus optimale possible les informations. Ensuite, le 3, réaliser des interfaces utilisateurs statiques web ou web mobile. Donc là, on insiste souvent, toujours un web ou web mobile. En fait, on met l'accent sur le fait que votre application web doit se comporter aussi bien sur les mobiles que sur les ordinateurs de bureau. Un interface utilisateur, maqueter, c'est de dessiner avec un logiciel. Là, on va réaliser, ça veut dire qu'on va taper du HTML et du CSS. Vous vous rappelez les deux technologies du front-end. Les deux technologies du front-end. Il y aura un petit peu de JavaScript aussi, suivant ce que vous voulez faire. Les interfaces statiques, je dirais qu'on peut même faire des dynamiques, mais ça c'est plutôt dans le 4. Alors l'interface statique, c'est un petit peu, imaginez que il y a 20 ans, quand le web était plutôt statique, il n'y avait pas beaucoup d'animation. Aujourd'hui, quand vous accédez à Facebook ou Instagram, voilà, c'est très animé, c'est très dynamique. Mais à la base, les sites web étaient plutôt statiques. Donc, dans un premier temps, on va essayer de faire ce genre de choses. Et ensuite, on va passer en 4 à la dynamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous survolez votre souris sur une fenêtre, elle se met sur un bloc de texte, il se met à s'animer. Quand vous cliquez, vous mettez votre souris sur un bouton, il change de couleur. Il y a des fenêtres, des pop-up, des boîtes de dialogue qui apparaissent, mais tout ça c'est dynamique parce que il y a des choses qui bougent. Et ça c'est rendu possible en grande partie grâce à JavaScript. Donc d'où l'importance du langage. Alors JavaScript, c'est faire bien d'autres choses, mais ça c'est une des choses qu'on vous demande de savoir faire dans ces 4 sous-activités. Une fois qu'on a fait la partie front-end, on va s'attaquer à la partie back-end, c'est-à-dire le serveur. C'est le serveur qui est chez l'hébergeur. Donc nous, on va utiliser les technologies dans le cadre de cette formation. Donc elles sont vraiment très importantes. Je dirais même qu'elles sont plus importantes que la partie front-end puisque elles peuvent exister, elles ont une raison d'exister même si il n'y a pas des interfaces dynamiques. Alors les quatre parties, numéro 5, c'est mettre en place une base de données relationnelle. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une base de données, dans base de données, il y a données. En fait, c'est un endroit où on va stocker des informations. Imaginez, vous êtes sur le site
de la CAF ou de la CPAM, assurance maladie, quand vous vous connectez, il y a plein d'informations qui sont disponibles. Alors les bases de données servent à stocker des informations quand vous allez sur une application web et elles sont stockées sur le serveur. Elles ne sont pas stockées sur votre ordinateur. Votre ordinateur, non, il ne le fait pas, il fait que de les représenter. Votre client, votre navigateur ne fait que les représenter. Une application qui ne sait pas sauver des données de façon persistante, c'est-à-dire qui persiste, c'est-à-dire quand vous éteignez l'ordinateur, que vous rallumez l'ordinateur, les données sont toujours là, et si vous ne savez pas faire ça, ben, l'application ne sert pas à grand-chose. D'accord? L'importance des bases de données, elle est là. Tout tourne autour des bases de données, quelle que soit l'application. Facebook, Google, même des choses dont vous ignorez comment ça fonctionne, ben il y a une base de données derrière. Donc il faut savoir l'installer et requêter. Et ça, on va aller dans le numéro 6, développer les composants d'accès aux données SQL et NoSQL. Alors, je me dois de vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une base de données SQL et NoSQL. En fait, base de données relationnelle et SQL, ça veut dire la même chose. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on a des nouvelles types de bases de données qui sont NoSQL. Ça ne veut pas dire que c'est l'antithèse du SQL. En fait, je pense qu'elles font à peu près partie de 5% du marché et les 95% c'est du SQL. Le SQL, ça existe depuis plus de 40 ans, donc c'est une technologie éprouvée qui répond à plein de problématiques. Jusqu'au jour, on a eu de la big data et on a inventé des NoSQL. En gros, la différence, c'est que dans les bases de données relationnelles, vos tables sont structurées, c'est-à-dire qu'il y a une table à des colonnes avec des noms, en fait. Chaque colonne possède un nom. Alors que dans le NoSQL, en fait, on ne vous oblige pas à mettre en place ces colonnes de façon explicite. Pourquoi? Parce que dans la big data, en fait, on s'intéresse à rassembler des données de différentes bases de données, donc qui ont des structures différentes. On est obligé d'être tolérant et ne pas forcer à avoir une structure. Donc, c'est pour ça qu'on fait du NoSQL. Alors, à l'origine, c'est pour du big data, mais après, il y a eu des dérivés et certains se sont mis à faire des applications web avec ces bases NoSQL. Ça a l'air de prendre de l'importance puisque ça vient au programme, mais franchement, je ne m'inquiète pas. Ils ont une façon de fonctionner un peu différente, quoi. MongoDB, c'est une technologie NoSQL. Voilà. Mais il y en a plein d'autres, hein. C'est bizarre parce que c'est comme une niche à 5% du marché, et pourtant il y a des centaines de bases NoSQL. Numéro 7, développer des composants métiers côté serveur. C'est quoi un composant métier? En fait, une application web, elle est là pour résoudre un problème. Par exemple, un e-commerce est une application web, elle résout quoi comme problème? Ben, c'est le problème du vendeur qui va gérer son stock, qui va faire le paiement, qui va livrer les colis. Ben, ça, c'est fait par l'application. Et ça, c'est le métier du vendeur. Les composants métiers, ben, c'est tous les codes qui sont responsables de faire ce que j'ai dit. L'inventaire, le paiement, ça, c'est du code métier. Donc, si ça veut dire, s'il y a du code métier, ça veut dire qu'il y a du code qui sont non métiers. Alors, le code non métier, c'est des codes qui ne sont pas spécifiques à un métier donné, par exemple, qui sont communs à tous les sites web. Par exemple, lorsque vous vous connectez sur un site web, ça s'appelle l'authentification. Ben, ça, c'est pas du code métier, c'est du code technique, je dirais. En fait, comment est-ce qu'on peut identifier un code métier? Ben, un code métier, c'est, imaginez le business, en fait, par exemple, de l'épicier qui, au temps où l'informatique n'existait pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va avoir son petit cahier où il va consigner toutes ses ventes, son inventaire, tout ça. Et ben, cette action de consigner ses ventes, de faire son inventaire, ben, c'est du code métier. Donc, c'est ça qu'on va digitaliser, qu'on va numériser, qu'on va le transformer dans notre application afin de gérer plus efficacement, de lui faire gagner du temps, hein, parce qu'on fait des applications, c'est pas pour faire joli, mais c'est aussi pour gagner en efficacité, révolutionner un petit peu la productivité, quoi. Et peut-être même avoir des nouvelles fonctionnalités qu'on ne pouvait pas faire du temps pré-informatique. Donc ça, ce sera du SQL, on aura besoin du SQL et d'un langage côté serveur PHP, JavaScript, Python, Java, C#.
Donc les concurrents, il y en a beaucoup pour les langages côté serveur, alors que pour le côté client, il n'y a que le JavaScript. Ok, oui, HTML, CSS, mais voilà. Côté serveur, c'est beaucoup plus disputé. L'un des plus utilisés, c'est le PHP. Ensuite, il y avait le Java. En fonction des pays, des secteurs d'activité, ça change, hein. Par exemple, dans la banque assurance, c'est souvent Java. Le PHP, c'est plus les petits sites. Enfin, il y a quand même des gros sites, hein, parce que Facebook, ça tourne sur un dérivé du PHP, hein, qu'on va utiliser. Le JavaScript, souvent dans les startups, on aime bien parce que c'est le côté cool. Python qui gagne de l'ampleur parce que c'est commence à être enseigné dans l'éducation nationale. On peut l'utiliser comme langage côté serveur. Numéro 8 et dernier, documenter le déploiement. Alors ici, on documente le déploiement d'une application. Je ne sais pas si il faut le savoir le faire, mais en tout cas, c'est pas évaluer de savoir le faire. Qu'est-ce que c'est qu'un déploiement? Quand vous avez conçu votre application sur votre ordinateur, il est temps de le mettre à la disposition du public sur le web. Et quand vous êtes sur le web, du coup, votre code n'est plus sur votre ordinateur, il est sur le serveur de l'hébergeur. Les hébergeurs, vous en connaissez, hein, il y a OVH pour le plus connu, le plus gros. Ensuite, il y a O2Switch que j'aime beaucoup pour la réactivité de leur support. Eh bien, le déploiement, c'est le fait de migrer votre code sur le serveur pour qu'il soit visible à tout le monde. Et donc, il faut l'avoir fait. Moi, je recommande, c'est vraiment, ceux qui sont avec moi le font. Certaines centres de formation ne le font pas. Donc, on va le faire et on va apprendre beaucoup de choses parce qu'on va rencontrer beaucoup de difficultés. De mon temps, ce genre de choses, il y avait le poste de webmaster. Aujourd'hui, ça se dit plus trop webmaster. Mais le webmaster, en fait, c'est celui qui était responsable de maintenir un site en vie. Et il faisait beaucoup de déploiements. Donc, il y a 20 ans, on commençait par ça et on en faisait beaucoup. Aujourd'hui, ce qui est bizarre, c'est qu'en école, on apprend moins, alors que c'est très important. Donc, avec moi, vous le verrez, cet aspect sur lequel j'insiste. Voilà pour la vue synoptique de l'emploi type. Ça, c'est pour l'apprentissage. Ok? Donc, c'est assez passionnant, toutes ces choses, hein, surtout pour ceux qui sont assez nouveaux. Vous allez vraiment découvrir un monde, un vaste monde. Parlons maintenant de l'évaluation. Donc, ce n'est pas dans ce document qu'on va avoir, mais je vais parler brièvement. Je vais vous parler du référentiel d'évaluation. Ce document décrit comment vous allez être évalué. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de l'examen final qui couronne votre parcours, mais entre-temps, vous serez évalué aussi, et c'est important de vous évaluer avec des exercices, des QCM. Tout sera consigné dans un document qui s'appelle l'ECF, évaluation en cours de formation. Mais là, ce document décrit simplement, les évaluations, les modalités d'évaluation en cours de formation, c'est à la discrétion de l'organisme de formation. Mais par contre, là, ce document parle de l'examen final. Donc, on va voir comment c'est fait. En gros, voilà ce que voit le jury. Moi, je suis jury. En fait, je suis formateur, je suis jury, je suis plein de choses et je sais comment ça se passe. Par exemple, la modalité d'évaluation de l'épreuve, eh bien, c'est ça. Aujourd'hui, elle dure 2 heures. Avant, ça durait 1h30. Donc, la présentation, ça commence par la présentation d'un projet réalisé en amont de la session, 35 minutes. D'accord? Votre stage, votre projet fil rouge que vous avez fait, donc vous allez le présenter sous toutes les coutures. Et quand vous présentez, l'astuce, c'est de présenter de telle façon à ce que ça couvre tous les points. En général, ça passe bien. Donc, attention, il y a la deuxième partie, l'évaluation. Vous présentez des choses, mais on n'est pas forcé de vous faire confiance. On va vous poser des questions. Ça peut être quoi comme question? Ça, on va travailler, hein. On va faire les simulations. Ça fait 3 ans que je fais du jury, donc je sais à peu près qu'est-ce qu'on peut vous poser, comment on va vous évaluer. Le jury, il n'est pas là pour vous saquer, il a un devoir de bienveillance. Mais, ok, si vous faites bien votre travail, il n'y aura pas de problème. Mais par contre, si vous procrastinez, il a beau être bienveillant, et il ne pourra pas vous valider ici. Il ne pourra pas vous valider, il ne vous validera pas. Votre projet, en fait, doit couvrir tous les 8 points. Et ça va être bon. Dès ces 35 minutes, il faut que votre projet couvre ces 8 points. Ensuite, les 40 minutes questions-réponses,
C'est là où je vais vous faire travailler hein, pour répondre aux questions. La nouveauté est le questionnaire professionnel. Installer et configurer son environnement de travail en fonction du projet web. Donc, là, c'est une épreuve pratique. Le candidat étudie une documentation technique rédigée en anglais. Donc, attention, l'anglais est important cette fois-ci. Donc, vous avez intérêt à savoir faire de l'anglais. Il y a 2 questions fermées à choix unique. Donc, réponse oui ou non. 2 questions ouvertes posées en anglais, amenant à des réponses courtes et rédigeant les réponses en anglais. Alors, je ne sais pas si c'est de l'oral, mais ça doit être sûrement de l'écrit. Vous devez savoir installer une base de données relationnelle. Ne vous inquiétez pas, ça, moi, je l'ai toujours fait. Même si d'autres ne le font pas, moi, je trouve normal de savoir le faire. Installer son environnement de travail. Ça, il n'y avait pas ça avant. Hein. Alors ça s'est ajouté en plus, donc ça dure 2 heures. Ensuite, l'entretien final, là, il n'y a plus de technique, c'est les questions typiques qu'on vous demande, c'est d'où venez-vous, pourquoi vous voulez faire l'informatique, comment vous voyez dans 5 ans, est-ce que vous voulez devenir chef de projet ou vous voulez rester dans la technique, c'est ce genre de trucs, ne vous inquiétez pas. Et vous pouvez en profiter pour poser des questions au jury si vous voulez. Alors ça, c'est l'épreuve lorsque vous allez passer pour la première fois les 2 activités. Il se peut aussi que donc vous ratiez cette je vous le souhaite pas, mais vous validez une activité sur les 2 et donc vous allez repasser l'autre activité. Et donc là, vous n'avez pas le même schéma de passage, ce sera plus court, heureusement. Donc, c'est ce qu'on appelle la validation des CCP, les compétences. Ça, c'est à peu près ce que c'est la grille, hein, c'est le crible du jury. Il dit, ok, je coche, il a maîtrisé. Donc, c'est à peu près ce que nous, on a. Ensuite, voilà, lorsque vous passez un CCP, ça veut dire une activité sur les 2. Eh bien, c'est un peu plus court. La teneur est un peu la même. Entretien technique, 30 minutes. J'installe mon environnement. Bon, c'est un peu plus court. C'est moins souvent parce que de redoubler quoi. Soit vous le passez et puis soit ceux qui le passent pas, oui, il faudra le repasser, mais c'est pas normalement on voit moins souvent des gens qui doivent repasser un titre. Mais pas de panique, même là, je l'ai déjà fait. J'ai validé en express, j'ai fait des passages express pour des étudiants qui qui avaient besoin vraiment de valider leurs 2 activités pour passer en master. S'il n'y avait pas ça, ils ne pouvaient pas s'inscrire en master. Voilà, c'est tout par rapport aux 2 documents officiels. Et dans la vidéo suivante, je vais vous présenter un petit peu le cours que j'ai conçu qui va couvrir les 2 parties, le front-end et le back-end.